Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors, je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude. L'idée de la vidéo, c'est de partager ma méthode d'investissement, notamment sur quels critères en fait je me base pour entrer sur une action et ensuite comment je vais gérer toute la partie achat-vente, renforcement, allègement sur cette action. Voilà, donc c'est plutôt un partage d'expérience euh, qui est personnel, hein. Donc voilà, c'est pas tiré d'un livre, c'est tout simplement mon expérience de l'investissement à la bourse, notamment dans le cadre du PEA, que je souhaite partager avec vous. Alors, on va démarrer quand même par un avertissement, même si on ne parle pas concrètement d'achat et de vente d'actions spécifiques. Donc je mets quand même l'avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors prendre une décision d'achat, j'essaie de décomposer un petit peu voilà, quel est le processus que j'utilise. Alors il y a deux éléments qui sont quelque part des prérequis, c'est la notion de stratégie et de plan d'investissement. Donc je rentrerai un peu dans le détail, mais pas trop, c'est pas l'objectif de la vidéo. Ensuite, on verra les quatre piliers sur lesquels je me base avant de prendre une décision d'achat sur une action. Donc c'est l'analyse fondamentale, donc c'est vraiment clé, hein, c'est le prérequis. Ensuite, une analyse macro et secteur par rapport au choix de l'action. Et ensuite, on va faire plutôt une analyse graphique. Je vais me baser là-dessus sur deux aspects, les droites de régression et la notion de support et de résistance. Alors, on va démarrer par la stratégie. Vous savez que quand je fais une vidéo mensuelle de suivi de PEA, c'est quelque chose que je présente de manière systématique. Je pense que la notion d'objectif et stratégie, c'est vraiment clé. Donc il faut prendre son temps, une feuille blanche, et puis noter voilà, quels sont mes objectifs et quelles sont les stratégies qui vont me permettre d'atteindre les objectifs. Alors j'ai fait une vidéo complète, je ne vais pas revenir dessus, mais globalement une stratégie, ça doit correspondre à un profil, à un horizon d'investissement, également un tempérament. Hein, donc vous pouvez vous inspirer de ce type d'objectifs et stratégies, mais en tout cas, ça ne va pas forcément correspondre à tout un chacun. Moi, j'ai trois stratégies pour atteindre mes objectifs. La première stratégie, c'est rechercher des actions à dividendes le plus sécurisées possible, avec un objectif de 4% de rendement sur les dividendes. Ma deuxième stratégie, c'est de rechercher des actions qui vont permettre de faire 4% de plus-value annuelle. Donc ça va être des valeurs de croissance les plus prédictibles possibles. C'est pour ça que j'avais parlé aussi de coefficient de corrélation sur certaines actions que j'ai identifiées, Air Liquide, Legrand par exemple. Ensuite, faire du swing trading, c'est-à-dire du trading court terme, moyen terme, sur des valeurs un peu plus spéculatives. Donc là, ce sont des valeurs qui n'ont pas forcément vocation à rester dans le portefeuille, mais sur lesquelles je vais faire des allers-retours. Alors, pourquoi on dit swing trading? Parce que ça peut être de l'ordre de la semaine, le mois, y compris, pourquoi pas, plusieurs années. Et le troisième point, c'est également assurer la croissance du portefeuille en investissant sur des indices américains dont le taux de croissance moyen est compris historiquement entre 8 et 10% par an. Ça ne veut pas dire qu'ils font systématiquement 8 à 10% par an, mais en tout cas sur un horizon 10 ans ou 15 ans, on a à peu près ces taux de croissance. Et enfin, la dernière stratégie que a priori je ne mets pas vraiment en œuvre, c'est utiliser le money management. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Certes, le money management est plutôt associé à la notion de trading, un peu moins à la notion d'investissement. Alors, un autre exemple de stratégie qui pourrait tout à fait convenir, par exemple à des personnes qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leur portefeuille entre guillemets au quotidien, eh bien c'est par exemple d'acheter des ETF en mode DCA, c'est-à-dire je vais mettre une somme tous les mois, la même somme, sur les mêmes ETF.
Ainsi, je fais de la moyenne, donc aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc ça, c'est le premier point, c'est la stratégie. Le deuxième point, c'est le plan d'investissement. Alors, c'est quoi un plan d'investissement? Eh bien, c'est tout simplement, le principe, c'est de mettre en place donc un plan d'investissement qui va être basé sur différentes étapes. Donc, tout d'abord, la première étape, c'est d'ouvrir un PEA, un compte titre ordinaire, un compte crypto, une assurance vie. Le deuxième point, c'est de choisir les valeurs qui vont m'intéresser parmi une sélection d'actions, d'ETF ou de crypto-monnaies. Donc, il y a une petite recherche à faire. Mais ça, on va le voir sur les étapes suivantes. Ensuite, c'est définir le montant que l'on va consacrer à son plan d'investissement. Donc, il doit être raisonnable et il doit être également en fonction de vos possibilités. L'idée, en fait, c'est que cette somme que vous allez mettre de manière régulière dans votre compte, que ce soit un PE, un compte titre, un compte crypto, une assurance vie, eh bien, il ne doit pas être remis en cause de manière fréquente. Et puis derrière, lorsqu'on parle de plan d'investissement, on va aussi déterminer une fréquence. Est-ce que j'investis mensuellement, bimensuellement, trimestriellement? Bon, généralement, lorsqu'on est salarié, on a quand même généralement un salaire régulier mensuel. Donc ça peut être effectivement adéquat de dire chaque premier du mois, je vais verser de manière automatique une certaine somme. Pour les gens qui ont des revenus qui ne sont pas forcément réguliers, profession libérale, auto-entrepreneur, etc., vous pouvez par exemple décider de mettre une somme trimestrielle. Alors je donne un exemple, un jeune travailleur de 20 ans qui serait salarié avec 1800 euros, il lui resterait 400 euros de reste à vivre, c'est-à-dire une fois qu'il a payé son loyer et puis tous les frais réguliers, son abonnement électrique, à l'eau, son abonnement téléphonique, éventuellement ses différents abonnements Netflix, etc. Imaginons il lui reste 400 euros, eh bien pourquoi pas par exemple verser 100 euros par mois me semble être raisonnable. Alors je vous ai mis à gauche une copie d'écran, moi c'est ce que je fais de manière systématique, en fait je fais un versement régulier de 600 euros sur mon plan d'épargne d'entreprise et 350 euros sur mon CTO. Alors, une fois qu'on a déterminé la stratégie et le plan d'investissement, maintenant on va regarder concrètement le processus que j'utilise pour prendre une décision d'achat. Alors, le premier point, c'est l'analyse fondamentale. Je vais passer pas mal de temps. L'analyse fondamentale d'une action ou d'un actif. Ça peut être un ETF ou autre. Alors, moi, je vais prendre l'exemple d'une action. La première chose que je vais regarder, en fait, c'est le chiffre d'affaires et l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ça, on devrait pouvoir le trouver à partir du compte de résultat. Donc moi, c'est de l'information que j'ai à partir de mon compte de Giro sur chacune des actions, mais je pense qu'on peut le trouver assez facilement. Alors soit en allant sur la publication des résultats de l'entreprise, les résultats trimestriels ou le rapport annuel par exemple, on peut également le trouver sur des sites type Zone Bourse, Boursorama, etc. Donc par exemple ici, je prends l'exemple de l'action Sanofi. Donc j'ai regardé le revenu, il est de 46 milliards. Alors en soi, le revenu, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'on va surtout regarder, c'est la croissance du revenu, par exemple sur les 3 dernières années ou sur les 5 dernières années. Donc je vois par exemple sur les 3 dernières années, le chiffre d'affaires a évolué de 6,45% et sur les 5 ans de 4,62%. Alors, on verra ce que j'en tire comme conclusion. Ce que j'ai regardé également, c'est les l'EBITDA. Alors, les l'EBITDA, c'est quoi en fait? Les l'EBITDA, c'est un terme anglais qui signifie Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation. C'est en gros les bénéfices avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. C'est un peu l'équivalent en fait de l'EBE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation. L'EBITDA, alors moi en soi c'est pareil, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose. Ce qui peut être intéressant, c'est de le comparer
par rapport aux revenus. Alors soit vous faites EBITDA sur revenu, vous faites revenu sur EBITDA, ce qui vous permet de voir par exemple la capacité de la société à gérer en fait sa rentabilité d'exploitation. Donc par exemple ici le ratio c'est un tiers, l'EBITDA divisé par le chiffre d'affaires, donc soit 33% d'EBITDA par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose, c'est un ratio moi qui me paraît assez intéressant. Le deuxième point, pour en revenir à la croissance du chiffre d'affaires, donc quand je vois en fait une croissance sur 3 ans qui est supérieure à une croissance sur 5 ans, eh bien je me dis que le chiffre d'affaires est en croissance et même en accélération. Donc déjà c'est plutôt un bon point par rapport à cette action. Donc le deuxième point que je vais regarder, donc après le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires, c'est l'efficacité de gestion. Alors notamment le ROE, qu'on appelle le Return on Equity, en français c'est la rentabilité des capitaux propres. Ça mesure la rentabilité du capital investi par les actionnaires d'une entreprise afin de déterminer l'efficacité économique de celle-ci. Donc le ROE se calcule en divisant le résultat net par les capitaux propres. Donc moi je vais surtout rechercher un ROE supérieur à 10%. Là en l'occurrence cette entreprise, donc je le dis encore une fois c'est Sanofi, elle a un ROE de 12%. Donc deuxième indicateur positif. Donc pour l'instant j'ai deux feux verts. Un ROE de 12% c'est très bien. Maintenant qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder les marges. Donc alors on parle de différentes marges. On va parler de la marge, l'operating margin, donc c'est la marge d'exploitation ou marge opérationnelle. On calcule ce ratio en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. Ensuite, on va regarder la marge brute, la gross margin. Gross, ça veut dire brut. Donc, s'il s'agit de la différence entre le prix de production ou d'acquisition d'un produit et son prix de vente, exprimé en pourcentage. Et enfin, le net profit margin, qui est la marge bénéficiaire nette, elle est calculée après avoir déduit les coûts directs et indirects et les frais d'exploitation. Alors moi, ce que je vais regarder en premier, en fait, c'est le net profit margin, parce que généralement, ce sera derrière un indicateur de la rentabilité et également du bénéfice net par action et du free cash flow. Mais néanmoins, c'est quand même intéressant de regarder la marge brute. Plus elle est élevée, mieux c'est, parce que généralement, la marge nette, en fait, si déjà la marge brute n'est pas terrible, généralement, la marge nette, elle sera encore moins bien. Donc la marge brute, c'est déjà un premier indicateur. La marge opérationnelle aussi, ça permet de voir aussi où sont les coûts opérationnels et ce qui grève de manière importante en fait l'activité globale de l'entreprise. Bon, toujours est-il que moi je me focus principalement sur la marge, la profitabilité nette d'une entreprise. Ici, en l'occurrence, la marge bénéficiaire nette est à 22%, ce qui est très bien en fait. Donc moi, à titre personnel, je vais rechercher des marges nettes les plus fortes possibles. Déjà, si on est au-dessus de 10-15%, c'est déjà pas mal. Bien sûr, plus elle est importante, plus ça veut dire que la société a une capacité à fixer les prix, a une capacité aussi à endurer les chocs économiques, par exemple les chocs inflationnistes sur ses coûts, et ça veut dire aussi peut-être que la société a des produits qui sont relativement peu concurrentiels. Bon là c'est un peu spécial, on est dans l'industrie pharmaceutique. Généralement, effectivement, lorsqu'une entreprise pharma sort une molécule ou un vaccin, elle a généralement une exclusivité pendant un certain nombre d'années, ce qui lui permet de fixer les prix, même s'il y a une discussion pays par pays avec les agences locales du médicament. Néanmoins, généralement, elles sont quand même capables de mettre des prix relativement élevés et donc une marge très élevée, ce qui va permettre de générer derrière des bénéfices et puis du free cash flow. Donc ce que je vais regarder ensuite en analyse fondamentale, c'est trois indicateurs, le free cash flow, la dette nette et le payout ratio. Pour moi, ces trois indicateurs, ils vont ensemble. Donc le free cash flow ou flux de trésorerie disponible,
c'est un indicateur qui renseigne sur la trésorerie disponible pour les actionnaires d'une entreprise après avoir pris en compte les dépenses d'investissement nécessaires pour le maintien et le développement de l'activité de l'entreprise. Le free cash flow, c'est clé. En fait, c'est l'un des premiers indicateurs que je regarde, c'est est-ce que l'entreprise est capable de dégager du free cash flow. Donc c'est une méthode, on va dire, qui peut être intéressante d'utiliser à prime abord comme premier indicateur lorsque vous regardez une entreprise. Moi, je suis plutôt, on va dire, un investisseur qui ne prend relativement peu de risques, et pour moi, la notion de free cash flow positif est très important. On sait que généralement, les startups, le free cash flow est négatif les premières années, elles consomment énormément de capitaux pour se développer. Voilà, donc ça peut être aussi une approche, mais en tout cas, moi, mon approche est très conservatrice. Je pense que même sur des sociétés qui ont passé le cap de la start-up, typiquement les GAFAM, on peut avoir tellement de volatilité sur le cours qu'on peut rentrer au bon moment et faire de bonnes affaires. Alors que rentrer sur une start-up, on prend un risque énorme, c'est qu'elle ne soit jamais rentable, et donc forcément derrière le cours devrait en pâtir. Et comme il n'y a pas de free cash flow, il n'y a pas de distribution de dividendes, ou alors c'est de l'endettement pour distribuer du dividende. À titre personnel, la notion de dividende est un élément quand même. Alors pour revenir au free cash flow, donc on a donné la définition du free cash flow, le payout ratio, on le calcule en divisant les dividendes versés par le bénéfice net en multipliant le résultat par 100. Par exemple, si on regarde pour Sanofi, la dette nette est de 7,81 milliards. On a un free cash flow de 4 milliards et on a un payout ratio de 53%. Donc on voit par exemple qu'avec un free cash flow de 4 milliards, la notion de dette de 8 milliards, même si elle peut paraître assez importante, eh bien finalement elle peut être rapidement couverte, notamment si l'entreprise utilise une partie de ses free cash flow pour rembourser la dette. Un payout ratio jusqu'à 50%, même à la limite 60%, peut être un payout ratio raisonnable. Si on est sur des payout ratios de l'ordre de 80 ou 100%, là on peut dire danger, ça veut dire que même si l'action rétribue bien ses actionnaires, ça veut dire qu'elle ne consacre plus tellement d'argent au développement de l'activité de l'entreprise. Donc ça peut être un signe aussi que l'entreprise est en déclin ou va amorcer une phase de déclin. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que le free cash flow permet de rembourser la dette facilement? La réponse en l'occurrence ici est oui, de l'ordre de 4 ans, si vous divisez la dette par le free cash flow multiplié par le payout ratio. Est-ce que le dividende est viable? Ça c'est aussi une question qu'il faut se poser. Oui, puisque le payout ratio est de 53%. Donc on génère du free cash flow, on a un payout ratio inférieur à 50%, donc là aussi tous les feux sont verts. Alors une chose que je regarde également, c'est un indicateur que je regardais énormément au début lorsque j'investissais, le price earning. Alors c'est quoi le price earning ou PER? Il est calculé en divisant le prix de l'action par le montant du bénéfice. Donc ça permet de déterminer notamment si l'action est chère. Alors moi souvent mon point de référence c'est 15. Au-dessus de 15, l'action est dite chère. En dessous de 15, elle est dite entre guillemets pas chère. Mais en fait ça dépend énormément en fait du secteur d'activité. Si on est dans les technologies, c'est pas c'est pas étonnant de voir des ratios supérieurs à 15. Entre 20 et 30, le luxe également entre 20 et 30. Dans ce cas, ce qu'il convient, c'est de comparer des sociétés comparables et de regarder leurs ratios. Par exemple, si j'ai Sanofi à 15 et je vais avoir, je sais pas, un laboratoire Roche à 10 par exemple, ou l'ensemble des labos à 10, je pourrais me dire peut-être que l'action, je la paye un peu cher si je l'achète avec un price earning ratio de 15 par exemple. Donc pour moi le price earning ratio est à manipuler avec dextérité.
Certaines analyses regardent également ce qu'on appelle le forward PE, c'est en fait non pas le bénéfice de l'action sur l'année N ou N-1, mais les prévisions de bénéfices dans les prochaines années. En gros, hein, c'est la projection des bénéfices sur les prochaines années divisée par le cours de l'action. Ce qui permet, par exemple, si on prévoit une croissance des bénéfices très forte, eh bien, si vous prenez le forward price ratio, peut-être qu'au lieu d'avoir un price ratio sur des GAFAM de 30, ben, il serait peut-être de 20 ou de 15 dans les 3 prochaines années. Donc ça veut dire que payer 30 aujourd'hui, ben, c'est pas forcément cher parce que, a priori, en évaluant les bénéfices futurs, on serait plutôt sur du 15 ou du 20 dans les 2 ou 3 prochaines années. J'espère que j'ai été clair par rapport à cette notion de price earning ratio. Ensuite, ce qu'on va regarder également, c'est des taux de croissance annuels composés. En fait, c'est globalement, hein, c'est l'analyse fondamentale. On regarde les chiffres du passé. Ici, les taux de croissance annuels composés peuvent donner une idée de ce que sera le futur. Par exemple, si je vois que le taux de croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années est de l'ordre de 5%, bon, on sait que c'est une action qui ne va pas exploser dans les prochaines années, mais en tout cas, elle a une croissance régulière de son revenu. Si je regarde, je vais comparer par exemple la croissance du revenu avec la croissance des dettes. Si j'ai un revenu qui croît de 6% et des dettes de 6%, bon, ben, on voit qu'on a une croissance de la dette qui est soutenable. On va regarder également les bénéfices par action, c'est la notion de EPS, Earning Per Share. Ben, là, on voit par exemple pour le cas de Sanofi, on voit qu'on a une croissance des bénéfices par action sur les 5 dernières années de 17% et de 43% sur les 3 dernières années. Donc ça veut dire que potentiellement, si le bénéfice croît de manière très forte sur les dernières années, c'est que la société a une capacité à améliorer sa marge bénéficiaire et ses capacités à générer des bénéfices. Et ça veut dire donc forcément derrière qu'elle aura peut-être tendance à augmenter les dividendes dans les années futures. Donc si on a déjà un taux de rendement par exemple de 4% actuellement, eh bien, ça veut dire que potentiellement dans les années futures, elle augmentera son dividende et donc le rendement sur le dividende va augmenter. Donc moi, qu'est-ce que j'en tire de ces informations? Eh bien, que la dette semble être maîtrisée et que le dividende est en croissance, donc le rendement de mon action va croître également dans le temps. Donc c'est encore un indicateur qui met un feu vert. Alors il y a énormément d'indicateurs hein, lorsque vous faites des analyses sur des actions. Donc là, moi je vous ai présenté les quelques indicateurs que j'utilise. Il y a d'autres indicateurs qui m'intéressent. Par exemple, il y a un indicateur assez synthétique qui s'appelle le Piotrowski F-score. Donc c'est un système qui a été mis au point par le professeur Joseph Piotrowski. Ce système convient parfaitement aux adeptes du value investing, ce qui est mon cas, ou l'investissement dans la valeur en français. Ce système est taillé sur analyse fondamentale et il permet de déterminer la force fondamentale d'une entreprise à l'aide d'une notation qui va de 0 à 9. Alors 0 c'est faible, on va dire entre 0 et 3 c'est faible, entre 4 et 6 c'est stable, et entre 7 et 9 c'est strong. Donc lorsqu'on est plutôt un investisseur qui recherche plutôt de la valeur, des actions de valeur, on va aller rechercher les actions dont le score est compris par exemple entre 6 et 9, et on va fuir les actions entre globalement 0 et 4. Voilà, donc l'analyse fondamentale, c'est vraiment pour moi, c'est la première chose que je fais lorsque je m'intéresse à une action. Une fois que j'ai validé donc ma liste d'actions sur l'analyse fondamentale, et bien pour chacune des actions, je vais quand même regarder l'analyse macro et l'analyse du secteur. Alors, pour l'analyse macro-secteur, eh bien, sur chacune des actions, on va lire les rapports annuels, par exemple, et puis on va regarder, souvent il y a une partie dans les rapports annuels qui sont consacrés aux risques et opportunités.
Par exemple, dans le cas de Sanofi, on va regarder quel est le pipeline de médicaments. Pourquoi? Parce que le pipeline de médicaments, c'est-à-dire tout ce qui est en recherche et développement, eh bien, ce sont les futurs médicaments qui vont sortir sur le marché. Et en fonction du nombre et de la qualité des médicaments, eh bien, derrière, ce sera le chiffre d'affaires, puisqu'un médicament est protégé sur un certain nombre d'années. Donc lorsqu'il va sortir, eh bien, ça va assurer le chiffre d'affaires des futurs exercices. Donc ça, c'est important de regarder, par exemple, dans le cas de l'industrie pharmaceutique, le pipeline de médicaments ou de vaccins. Ce qui est également intéressant de regarder par rapport à une entreprise, c'est quelle est l'évolution des règlements ou de l'évolution de son secteur. Par exemple, pour le cas de Sanofi, eh bien, si certains vaccins deviennent obligatoires et que Sanofi diffuse ce vaccin, on peut comprendre que c'est plutôt positif. Dans le cas contraire, si un vaccin est retiré du marché parce qu'il a présenté beaucoup d'effets indésirables et qu'il était commercialisé par cette entreprise, il peut y avoir un impact négatif sur le chiffre d'affaires, mais également aussi sur l'image que peut donner l'entreprise auprès du marché, des investisseurs, du public, etc. Donc il peut y avoir un impact négatif sur les futures ventes. Par exemple, la notion de médicaments génériques ou la notion de déremboursement. Donc ça, c'est plutôt lié à des choix gouvernementaux. Si on prend par exemple le marché de l'automobile, eh bien, on va regarder que fait la concurrence, est-ce que les produits sont mieux. On a actuellement donc un basculement vers les véhicules électriques. Est-ce que la société est bien positionnée sur ce type de véhicule, bon, etc., etc. Donc pour chacune des entreprises, on va faire une analyse macro secteur. Par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on va comparer l'entreprise avec les pairs. Par exemple, pour Sanofi, je vais comparer les résultats de Sanofi avec les résultats de Glaxo, de Merck, de Johnson & Johnson, Novartis ou Roche. Donc là, il suffit de regarder et de lire la presse, donc la presse spécialisée ou tout simplement la presse financière, ou alors tout simplement aller sur les outils comme Boursorama, Bourse Direct, Zone Bourse, etc. Et puis on va comparer les différents ratios des différentes entreprises. Alors une fois qu'on a fait l'analyse fondamentale, l'analyse secteur, donc on aura notre sélection d'actions ou d'entreprises. On va regarder maintenant l'analyse graphique. Alors au niveau de l'analyse graphique, moi je vais toujours commencer par les droites de régression. Pourquoi? Parce que en fait, les droites de régression, généralement, elles sont prises sur un intervalle de temps relativement long, par exemple les 20 dernières années, alors que l'analyse graphique, on va plutôt s'intéresser à une période beaucoup plus courte. Donc, alors, on va regarder d'abord les droites de régression. Donc, ce que je vais regarder, par exemple, par rapport à une action, c'est est-ce que, et la question que je vais poser, est-ce que l'action est achetable au cours actuel et quel risque je prends à acheter l'action maintenant. Donc, si je regarde l'historique de Sanofi, par exemple, je m'aperçois que la droite de régression présente une pente en croissance. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Plus la pente sera importante, plus on a en face de nous une société de croissance. Bon, en l'occurrence, Sanofi, ce n'est pas une société de croissance comme Dassault Systèmes ou Air Liquide. Néanmoins, on peut voir que dans le temps, c'est une société qui continue à se développer. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Le deuxième point aussi, c'est la volatilité. On s'aperçoit ici que l'action Sanofi a une forte volatilité, c'est-à-dire qu'elle est capable, sur les 20 dernières années, de toucher les plus de sigma, mais également les moins de sigma. Donc, avant de rentrer sur l'action, je veux d'abord me positionner. Donc, avec une action, par exemple ici, à 86,80 €, un cours à 87,30 € et une valeur théorique sur la droite de régression à 86,80 €. Si je veux rentrer sur l'action, ça paraît pas, on va dire, déconnant, puisqu'on rentre à peu près en fait à son cours sur la droite de régression. Alors bien sûr,
si l'action est en dessous de sa droite de régression, il peut y avoir un intérêt parce que ça veut dire que si on mesure par exemple la distance entre moins 2 sigma et plus 2 sigma, c'est-à-dire entre 64 et 108, on a 40 € de différence, ce qui correspond à globalement à une progression quasiment de 80% de l'action. Donc si on a confiance dans la société puisque les fondamentaux sont bons, pour une chute par exemple spectaculaire de Sanofi qui retournerait à moins 1 sigma ou moins 2 sigma, moi à titre personnel je ne me pose pas de question, je l'achète. Ensuite, ce qui peut être intéressant en regardant les droites de régression, c'est de regarder la dynamicité. Par exemple, combien de temps une action met entre le moment où elle passe au-dessus et le moment où elle repasse en dessous de sa droite de régression. On peut regarder par exemple et faire des calculs. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait en complément des droites de régression. C'est des calculs du type quelle est la durée moyenne pour passer de moins 1 sigma à la valeur théorique ou de passer de la valeur théorique à plus 1 sigma. Ce qui vous permet aussi d'avoir une idée en fait de votre horizon d'investissement si vous êtes en swing trading. Si par exemple en moyenne pour retourner de la valeur théorique à plus 1 sigma, l'action va mettre 18 mois, vous savez pertinemment que votre swing trading il risque de prendre en moyenne 18 mois. Donc il va falloir être relativement patient pour faire sa plus-value. Et puis à partir de là, on peut calculer le pourcentage de plus-value et se dire si la différence entre la valeur théorique et plus 1 sigma c'est 20% et qu'elle met en moyenne 18 mois, c'est-à-dire 1 an et demi, là j'ai potentiellement un taux de croissance de plus de 10%. Donc ça peut m'intéresser, notamment pour la réalisation de mes objectifs. Voilà, donc une droite de régression, ça peut parler, ça peut dire beaucoup de choses en fait. Alors, une fois qu'on a regardé la droite de régression, on va regarder maintenant l'analyse graphique, notamment les supports et les résistances. Alors, il y a plein d'outils sur le marché. Il y a ProRealTime, par exemple. Il y a TradingView, par exemple. Donc, moi, j'utilise TradingView. J'utilise aussi TradingView intégré, en fait, à Bourse Direct. Et puis, je vais dessiner, en fait, sur mes actions. Alors, j'aime bien utiliser un horizon de temps de l'ordre de la semaine, du weekly. Ça fait vraiment sortir les choses de manière assez frappante. Et ensuite, j'utilise un système de couleurs. Donc, en violet, ce sera des supports et des résistances mensuelles. Et puis en bleu, des supports et des résistances hebdo. Alors, on pourrait tout à fait rajouter des supports et des résistances quotidiennes. Mais bon, moi je suis plutôt en swing trading, donc c'est mon horizon d'investissement, c'est plutôt la semaine, même en swing trading. Donc je m'intéresse principalement aux supports majeurs et aux résistances majeures. Donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner les supports et les résistances. Alors c'est quoi un support? C'est tout ce qui est en dessous en fait du cours actuel de l'action. Et tout ce qui est résistance, c'est tout ce qui va être au-dessus du cours actuel d'une action. Donc lorsqu'une action franchit à la baisse un support, le support va devenir résistance. Et vice-versa, lorsque une résistance est franchie à la hausse, elle va devenir support. Donc on va changer le nom d'une résistance en support, mais globalement, la zone, la bande que vous voyez, la bande violette ou bleue, elle ne bouge pas, elle reste la même en fait. Donc moi ma stratégie c'est simple, donc je vais déterminer graphiquement les zones de support et de résistance, et puis derrière, je vais simplement acheter ou renforcer sur support et vendre ou alléger sur résistance. Voilà, c'est tout simple, c'est mécanique. Je peux même de manière, on va dire, très longtemps à l'avance, poser mes ordres d'achat ou mes ordres de vente, puisque je sais à l'avance sur quelle valeur je vais acheter ou renforcer, sur quelle valeur je vais vendre ou alléger. Voilà, donc voilà les différentes étapes
que j'utilise dans mon processus de prise de décision d'achat d'une action. Donc, alors, stratégie plan d'investissement, je vais mettre un petit peu de côté. Le premier point, c'est l'analyse fondamentale. Donc, je vous ai donné les éléments détaillés sur l'analyse fondamentale. Ensuite, lié à l'analyse fondamentale sur chacune d'action, c'est une analyse macro et du secteur par rapport à cette action. Ensuite, je vais regarder les droites de régression. Et puis enfin, déterminer graphiquement mes supports et résistances pour déterminer mes points d'entrée et mes points de sortie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Alors, en bonus, notamment pour les droites de régression, si vous trouvez que ça peut être intéressant dans vos analyses d'utiliser les droites de régression, j'ai fait des vidéos pour cela. Si c'est un peu compliqué à construire les droites de régression par vous-même, eh bien, moyennant un abonnement, je vous donnerai l'accès aux droites de régression. Et en plus, donc pour ceux qui rejoignent la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, également je partage en temps réel donc, mes ordres sur PEA, PEA, PME et compte titre ordinaire. Et je fais également des vidéos exclusives, notamment hebdomadaires, pour regarder en détail mon carnet d'ordre où j'indique quelles sont mes zones sur lesquelles je vais rentrer ou les zones sur lesquelles je vais sortir. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous dis à bientôt.